l'islamo-gauchisme n'existe pas, il n'est même pas bien défini. C'est par cette sortie que nous découvrons le ministre chargé de l'enseignement supérieur, Philippe Baptiste, pourtant en poste depuis décembre dernier sous la tutelle d'Elisabeth Borne. En avril, sa discrétion au moment où Fabrice Balanche, maître de conférence, pris à partie en plein cours à l'université de Lyon 2, accusé d'islamophobie, était une première alerte. Mais là, tout s'éclaire. Nier l'islamo-gauchisme, c'est balayer le travail de ses prédécesseurs, à commencer par Frédérique Vidal, dont Philippe Baptiste fut pourtant le directeur de cabinet. Frédérique Vidal a eu le courage de soulever le capot. L'islamo-gauchisme gangrène notre société. L'université n'est pas épargnée, expliquait-elle au micro de Jean-Pierre Elkabbach. C'était en 2021, appelant à un audit complet sur le sujet. Proposition qui reste à lettre morte et lui valut son poste, disent certains. En Macronie, l'histoire se répète malheureusement. Ce que nous vivons à l'enseignement supérieur est une redite des virages idéologiques à l'éducation nationale. Passer de Gabriel Attal à Pape Ndiaye n'avait rien d'anodin. Les universitaires, les associations, les collectifs, les étudiants islamo-gauchisés, certes minoritaires mais pas moins bruyants, peuvent souffler tant que M. Baptiste sera en poste. Ils pourront agir en toute sérénité. Et on n'a qu'un mot à dire aujourd'hui, évidemment, tout en restant prudent, parce que le sud de la France est frappé par des multi-incendies. On va tenter d'expliquer cela avec vous. Mais bravo et merci aux sapeurs-pompiers qui jouent leur vie, mettent leur vie en danger pour nous sauver, pour protéger la ville de Marseille, mais pas que. Il y a aussi l'Aude qui est frappée et l'Hérault. Mais ce qui est frappant ce matin, c'est cette solidarité, cette excellence, cette rapidité qui fait qu'aujourd'hui, on a la sensation que ce feu, je crois qu'il n'est pas encore maîtrisé du côté de la cité phocéenne, mais les conséquences auraient pu être bien plus graves. On va écouter Benoît Payan. Benoît Payan, ça sera notre invité à 10h, mais il a fait un point presse il y a quelques instants. Je vous propose de l'écouter, le maire de Marseille. Le feu est en très nette régression. Au moment où je vous parle, les pompiers se battent. Ils se sont battus toute la nuit pour faire baisser l'intensité du feu. Le feu a donc nettement régressé. Il n'est ni fixé ni maîtrisé, mais on est en cours. On voit que les conditions météo sont plus propices ce matin que ce qu'elles ont été hier. Donc au moment où je vous parle, ce sont toujours des centaines de pompiers qui sont engagés parce qu'il y a des micro-feux qui sont actuellement en cours, des micro-feux sur la ville, sur le 16e arrondissement, sur le nord du 16e arrondissement. J'espère que tout ça sera fixé et maîtrisé dans les heures qui viennent. Écoutez à présent le préfet de police qui ne recense aucune victime. Et là aussi, c'est une excellente nouvelle. La nuit a été longue, mais on peut aujourd'hui considérer que le feu, ce matin, est en très nette régression. Évidemment, nous resterons vigilants. Nous resterons vigilants au Pays de Mirabeau. Nous resterons vigilants à Marseille. Et nous serons surtout vigilants sur l'ensemble des Bouches-du-Rhône. Parce qu'il ne vous a pas échappé qu'hier, alors même que nous étions confrontés à un feu rapide et impressionnant et impactant sur les Pennes et sur Marseille, d'autres départs de feu ont lieu sur les Bouches-du-Rhône et qui ont été traités. Michael Biberon, secrétaire général adjoint porte-parole ONU SAS10 de France Sapeurs-Pompiers. Comment vous définissez ce qui s'est passé du côté de Marseille depuis hier après-midi? On l'a entendu, c'est un feu qui allait très vite. En quelques heures seulement, plus de 700 hectares ont été ravagés par les flammes. Alors ça ne parle pas forcément, que ce soit les auditeurs d'Europe 1 ou les téléspectateurs de CNews, quand on dit 700 hectares. Il faut considérer par exemple que Paris, c'est 10 000 hectares. Bon, donc en quelques heures seulement, c'est quasiment un arrondissement de Paris qui est ravagé par les flammes. Alors la progression du feu, déjà c'est 1,2 km minutes. Donc forcément les 700 hectares partent très vite, notamment par les conditions du Mistral, qui était quand même fort à ce moment-là. Et puis aujourd'hui on a une petite chance, c'est qu'effectivement ce Mistral a baissé entre 10 et 15 km/h ce matin au moment où je vous parle. Donc on a encore 800 sapeurs-pompiers qui sont sur place, un peu plus de 800 sapeurs-pompiers avec les moyens pour forcément essayer de circonscrire ce feu. Et donc forcément il y a encore un travail de longue haleine. Il faut rappeler aussi le nombre de pompiers, de marins-pompiers qui sont présents toute la nuit. Ça a été près de 1000 pompiers, marins-pompiers, 230 engins qui ont été déployés.
C'est ça, dont une dizaine en fait sur les aéronefs, notamment les Canadair, les Dash, qui ont été et un Beech, justement pour la coordination des moyens aériens. Et donc forcément, par rapport à ça, j'aurais quand même une petite pensée pour nos 9 sapeurs-pompiers qui ont été blessés légèrement, puisque forcément on a dit qu'il n'y avait pas de victimes du côté civil, effectivement, mais par contre du côté de nos sapeurs-pompiers, on a eu 9 victimes blessées légèrement, donc une petite pensée de soutien pour eux. Mais bien sûr, et ce matin, on pense à eux, vous avez entièrement raison, et on pense aussi aux sapeurs-pompiers, marins-pompiers qui sont présents actuellement et qui luttent encore contre les flammes, parce qu'on a besoin de comprendre, feu qui n'est pas encore fixé, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors le feu fixé, c'est-à-dire qu'on le contient. Donc en fait, il ne déborde plus. Là, on a toujours ces risques forcément de débordement, malgré tout, mais comme les moyens ont été attaqués massivement dès le départ, on a réussi en fait à baisser l'intensité de ce feu. Bon, l'angoisse pour les pompiers, pour les autorités, c'est ce qu'on appelle les multifeux. C'est-à-dire vous avez des départs de feu dans certaines régions, c'est ce qui se passe actuellement. Vous avez l'Aude qui est frappée, vous avez l'Hérault qui est frappé, et en même temps les Bouches-du-Rhône. Est-ce que en France, on a les moyens de gérer ces situations-là ? Alors, est-ce qu'on a les moyens ? Je dirais qu'on a les moyens jusqu'à un certain point. Parce que forcément, dès l'instant où on a malheureusement les conditions climatiques qui nous amènent forcément vers une multitude de feux qui risquent forcément d'impacter plus de la moitié de la France aujourd'hui, puisque les risques sont avérés sur l'ensemble du territoire, au moins plus de 80% du territoire, on aura malheureusement un manque de moyens. On sait que l'État, dans le cadre du pacte capacitaire, ont mis en place une participation via donc les territoires à hauteur entre 50 et 60% pour pouvoir équiper jusqu'à 2027 d'1 millier de véhicules. Mais dans ces 1 millier de véhicules, c'est pas du plus, puisque forcément derrière on a aussi des véhicules vieillissants qui ne peuvent plus être engagés, donc il faut les remplacer, notamment les camions citernes feux de forêt qui ont une vingtaine d'années, qui ne peuvent plus être engagés parce qu'ils n'ont plus en fait les protections nécessaires et sécuritaires pour pouvoir justement intervenir. Et puis aussi un petit mot aussi sur les aéronefs, forcément de la sécurité civile, puisque on a aussi aujourd'hui une dizaine de Canadair. Exactement 12, mais 11, puisque forcément il y en a un qui s'est abîmé lors d'un exercice auprès de la Corse. Ces Canadair-là ont une moyenne d'âge de 25 ans et 4 mois. Le problème, c'est qu'il faudrait les remplacer. Alors forcément, le maître mot, c'est l'économie, les financements. Ça coûte combien un aéronef, par exemple ? 60 millions d'euros. Pardonnez-moi de le dire comme ça, mais c'est pas grand-chose. Alors, je préfère mettre 600 millions d'euros sur des aéronefs qu'1,4 milliard pour faire trempette dans la Seine. Alors, je grossis un peu le trait. Vous allez dire, vous êtes des magots. Assainir la Seine, c'est important. Oui, mais mettre 1 milliard d'euros, 1,4 milliard d'euros d'abord pour aider les sapeurs-pompiers, les marins-pompiers à avoir des aéronefs, plutôt que de faire plouf-plouf dans la Seine. Oui, alors c'est pas forcément faux. Maintenant, quoi qu'il en soit, le président Macron en 2022, suite forcément aux incendies qui s'étaient passés dans les Landes et en Gironde, s'était engagé de renouveler cette flotte en ajoutant jusqu'à 16 avions, ce qui n'a pas forcément été respecté puisqu'on a pris beaucoup de retard. On a 2 avions. Dû à quoi les retards ? Dû forcément au marché, à l'ouverture des marchés, et puis derrière on travaille essentiellement avec un avionneur donc canadien qui a beaucoup de commandes, qui est forcément dépassé par forcément les commandes, et puis je pense aussi qu'ils vont prioriser forcément le pays d'abord du Canada où il y a eu des feux beaucoup plus importants que les nôtres pour pouvoir justement équiper forcément les forces là-bas. Mais quoi qu'il en soit, il faut dire aussi que ces fameux avions ont besoin d'être remplacés forcément très rapidement. Donc aujourd'hui, on appelle le gouvernement justement à remplacer ces fameux avions, à nous mettre des moyens supplémentaires qui soient humains ou terrestres, bien évidemment sur les véhicules, mais aussi forcément derrière, ça veut dire aussi que dans 2 ans ou 3 ans, on n'aura que 2 avions qui seront remplacés. Et puis sur la loi de finances en 2026, c'est programmé 2 autres avions. Je pense que c'est malheureusement insuffisant. Je pense qu'effectivement, il va falloir aussi se projeter à l'avenir avec les conditions climatiques qui nous pèsent aujourd'hui et qui favorisent les incendies et les départs de feu, surtout dans les différents secteurs français de l'Hexagone. Et donc, forcément, derrière, il est pour moi primordial qu'on puisse mettre les moyens humains, terrestres et aériens pour pouvoir lutter massivement, justement, sur les feux pour éviter ce qui aurait pu se passer dramatiquement à Marseille. Bon, vous avez parlé de cet incendie, je m'en souviens très bien, dans le massif de la Teste de Buch, c'était en 2022, et plus de quasiment 6000 hectares
hectares qui a été brûlé. 6 000 hectares, c'est plus de la moitié de la superficie de Paris. Encore une fois, c'est important de tenter de comparer pour comprendre ce que ça représente. Et je me souviens très bien qu'à cette période-là, on avait dû faire appel à des pompiers venus de toute l'Europe parce qu'on était complètement dépassés. Et en 2022, la promesse, c'était de dire on va avoir un arsenal XXL pour gérer les incendies. Éric Revel. J'avais une question pour vous. Oui. En attendant que les promesses du président de la République soient réalisées en nombre de Dash, de Beach et de Canadair, tout à fait. on voit qu'il y a une solidarité européenne quand même. C'est-à-dire que nous, on a été, je crois, éteindre des feux en Grèce. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas bénéficier C'est déjà le cas. Alors, c'est déjà le cas. On a la réserve Rescue, réserve Rescue, en fait, qui est une force européenne, et notamment l'équipement peut éventuellement se faire. D'ailleurs, les deux avions qui sont censés arriver sur l'année 2027-2028, puisque forcément, ça dépend des retards de fabrication, sont aussi cofinancés par des fonds européens. Voilà. Donc, je pense qu'il faut qu'on surdimensionne et qu'on renforce cette réserve avec forcément du matériel de pointe pour pouvoir justement avoir une force qui puisse être déployée, mais qui soit optimale sur l'ensemble des secteurs européens. Et notamment, pour répondre à votre question sur les renforts, on a des pompiers roumains actuellement qui sont dans l'Aude. Michaël Biberon, porte-parole UNSA, sapeur-pompier. Encore une fois, l'idée n'est pas de polémiquer. Ce qu'on a pu constater hier, c'est qu'il y avait un incendie extrêmement grave à la périphérie de Marseille. Mais qu'est-ce qu'on peut constater ? Eh bien que l'expérience, l'expertise, le courage des sapeurs-pompiers et des marins-pompiers marseillais a permis de réduire ce feu, non pas de le circonscrire totalement, mais de le maîtriser. Il est en très nette régression. On va être positif ce matin et saluer cette action-là. Non, mais quand je vous dis positif, pourquoi ? Moi, je vois comment ça se passe dans les médias. Il y a une tendance parfois à l'alarmisme parce qu'il y a un besoin de sensationnel. Les images sont impressionnantes. Encore une fois, je ne dédramatise pas la situation, hein, attention. Oui. Mais si vous voulez, pour faire plus d'audience, on va vous expliquer que c'est l'apocalypse. C'est une situation qui est extrêmement grave, mais qui a été formidablement bien gérée. C'est ça qu'il faut dire ce matin, en fait. Monsieur Biberon d'abord. Le risque a été vraiment avéré, puisqu'on a quand même des habitations qui ont été une dizaine qui ont été détruites et une soixantaine qui ont été touchées, dont une concession automobile et puis un centre d'enfouissement. Mais derrière, grâce aux évacuations, forcément, on a évité le pire. Mais oui, ça aurait pu être dramatique. Mais ça ne l'a pas été, puisque forcément, nos services ont été au rendez-vous. Tout en restant prudent, à 9h15, et je le disais, le maire de Marseille, Benoît Payan, sera notre invité. Une dernière question avec vous, Michaël Biberon, et on va être en direct avec Renaud, qui est dans la région et qui, lui, a vu la mort cette nuit. Parce qu'on pense évidemment aux Marseillais, aux habitants du 16e arrondissement qui sont restés confinés, qui n'ont peut-être pas dormi de la nuit, avec cette crainte d'être piégés par les flammes. Encore une fois, la situation est lourde. Est-ce qu'on peut éviter ces situations ? Est-ce qu'on peut les réduire comment on peut les réduire au maximum ? Alors, il faut savoir, Monsieur Biberon. Pour circonscrire un feu, on a des doctrines opérationnelles nationales qui sont diligentées pour pouvoir justement intervenir dans une capacité maximale. Et donc, on estime qu'en France, quand en France, même dans le monde, quand on arrive à éteindre directement un feu avant les 10 minutes, ou même avant qu'il ait parcouru 1 hectare, on arrive complètement à le maîtriser très rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, on attaque tout de suite le feu naissant. Et c'est pour ça que j'invite toujours la vigilance de notre population, parce que ça fera partie de la résilience. Dès l'instant où on a un début de fumée, j'invite forcément à tout de suite nous avertir, soit au 18, soit au 112, pour qu'on puisse justement intervenir dans ces 10 minutes. Mettre de l'eau. Voilà, pour pouvoir effectivement contenir cet incendie tout de suite avant qu'il parte avec un développement. Et là aussi, on a vu la solidarité des Marseillais. Il y a quelque chose à Marseille qu'il n'y a peut-être pas forcément partout, c'est-à-dire que vous avez vu des civils qui parfois ont peut-être pris des risques inconsidérés pour tenter de noyer des micro-départs de feu, et le courage absolu. On a vu aussi la lâcheté de certains qui sont allés piller des bâtiments qui avaient été évacués. Donc, mais ça reste une minorité. On est avec Renaud. Bonjour Renaud, merci d'être en direct dans l'heure des pros sur Europe 1 et sur CNews. Renaud, comment allez-vous ? Vous êtes du côté de la Pen Mirabeau, donc c'est vraiment collé à Marseille. C'est là finalement où le feu a été le plus virulent quasiment. Racontez-nous la nuit que vous avez passée et ces dernières heures.
Mais écoutez, la nuit, il n'y a pas eu de nuit, à vrai dire. J'ai été hébergé chez une amie parce qu'on a été obligé d'évacuer. J'ai quitté mon domicile hier vers 14h30. En fait, l'air était irrespirable et voilà, c'était un tableau dantesque auquel on a assisté. Le feu jaillissait de toutes parts et on était plusieurs voisins. On a fait une tentative de sortie du lotissement, mais arrivé au portail, le portail était enseveli sous les flammes, donc machine arrière. Femmes, enfants confinés dans les maisons. On a essayé de sauter les barrières des voisins, d'éteindre les feux qui arrivaient de toutes parts. Suite à ça, derrière, au bout de 45 minutes, à se battre, à mettre des coups d'épée dans l'eau, soyons clairs, j'ai repris le véhicule pour remonter au portail. Je me suis dit, ils doivent être pas loin, ils doivent être pas loin, les gars, c'est pas possible qu'ils soient pas là. Ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé devant ce portail avec un mur de fumée. Je vous cache pas que j'ai fait un acte complètement inconsidéré. Je suis parti dedans. Je me suis dit, bon voilà, les alternatives, il y en a deux. Soit tu arrives au bout, tu es dans une fournaise, il faut que tu fasses la plus belle marche arrière de ta vie sur 100 mètres. Soit ben il y a du monde et on va retourner, on va sauver les autres, parce que c'était quelque chose d'inimaginable. Je roulais en frottant le trottoir parce que je ne savais pas où j'allais. Je ne voyais pas le bout du capot de la voiture et sorti de ce couloir de fumée, je regarde sur ma gauche et je vois un camion de pompiers qui avait déjà arrosé tout le secteur et qui avait éteint l'incendie. Je cours vers eux, je saute sur le camion et je leur dis, les gars, on est en train de brûler en bas. Et en fait, mon lotissement et nos maisons étaient masqués par ce mur de fumée, parce qu'on a eu des pompiers de tout le département. Et je salue d'ailleurs le travail des sapeurs-pompiers, le travail des marins-pompiers, qui ont été fantastiques. Et ces deux gars qui m'ont suivi, c'était des personnes de la bouilladise que je remercierai jamais assez, parce qu'ils m'ont suivi et ils ont sauvé nos maisons, ils ont sauvé nos vies. Voilà, à un moment donné, du coup, on essaie de les aider tant bien que mal. Je passe à 5 mètres d'un résineux et il était derrière moi. D'un coup, j'ai senti une déflagration, c'est-à-dire que l'arbre s'est enflammé d'un coup. J'ai été propulsé contre la clôture du voisin. Et là j'ai la trachée qui me brûlait. Tout l'air a été aspiré d'un coup. Pour vous situer, je fais 90 kilos, donc pour me bouger, il en faut un peu. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit non. Là, par contre, on va laisser faire les professionnels. Nous, on n'y arrivera pas. Et voilà, on est allé voir tous les voisins. On dit maintenant, il faut partir parce que c'est plus dans nos mains. On gère plus rien. Et j'ai une pensée pour mon voisin Eric, qui lui a perdu sa maison totalement. Elle est à 15 mètres de la mienne. C'est la sienne, ça aurait pu être la mienne. Et j'ai une grosse pensée pour lui et toute sa famille. Par contre, j'aimerais rebondir sur. Vous parliez de moyens tout à l'heure. Messieurs, je suis désolé de vous dire, vous parliez de chiffres. La Seine, honnêtement, 1,5 milliard, c'est, c'est- voilà, j'ai pas les mots en fait. Alors que les pompiers se battent avec leur cœur, leur âme pour sauver nos maisons, pour nous sauver au quotidien. On leur mène des packs d'eau pour les remercier. Les policiers essayent de sécuriser nos maisons alors qu'il y a des pillards qui viennent alors qu'il y a du feu. Quand on perd un policier, on lui donne une légion d'honneur à titre posthume. Ça lui fait une belle jambe à sa veuve, à ses enfants. Et tous nos soignants, quand on est sur une pandémie, pour les remercier, on tape sur des casseroles. Non, mais on est sérieux là, en fait. Est-ce qu'on est sérieux? Pendant la pandémie, on a mis 500 millions pour les soignants, 14 milliards et demi sur le renouvellement durable et l'écologie. Alors moi, je suis un écologiste convaincu. Mais après, à un moment donné, il faut prioriser tout ça. Donc, qu'ils viennent tous, toutes les instances qui descendent, tous les politiques. Moi, je leur ouvre ma porte, qu'ils viennent me voir, parce que moi, j'en ai une de porte encore, parce que mon pote Eric, il en a plus. Donc voilà, alors j'ai un peu d'émotion quand je parle, mais vous comprenez que quand vous avez une petite fille et que votre maison elle est à 5 mètres de cramer, voilà, soyons clairs, en termes d'émotion, on est pas mal du tout, quoi. C'était un film d'horreur pour vous. Et je remercie encore ces pompiers qui ont fait un travail avec les moyens qu'ils ont. Vous savez quoi? Les héros, ce sont vraiment eux. Je dis, ils sont des Avengers. Voilà, on les a. Ils sont là. Il faut les remercier. Et on ne fait pas assez pour toutes ces corporations qui nous maintiennent au quotidien et qui nous sauvent. Et je ne fais pas de démagogie. C'est pas. C'est pas mon problème. Démagogie, Oh je non. la laisse aux politiques qui vont arriver tous demain pour faire des photos.
Renaud, merci. Il n'y a rien à dire de plus. Merci à vous. Merci Renaud, on pense à vous, on pense à votre famille, on pense à tous vos camarades et copains et voisins. On ne peut pas imaginer ce que vous avez vécu cette nuit et ce que vous avez vécu hier après-midi. Nous, sur ce plateau, évidemment, on est bien au chaud, bien tranquille. Et vous, vous avez vécu effectivement l'enfer et vous avez vu la mort. Donc, votre témoignage, il est essentiel. Et c'est toujours important de donner la parole aux Français qui peuvent vivre ces situations-là et qui se rendent compte que parfois, on a du mal à prioriser et qu'il va peut-être falloir prioriser à la France des honnêtes gens. Et on pense bien sûr aux sapeurs-pompiers. Vous l'avez dit, on pense aux soignants, on pense aux policiers également. Un grand merci Renaud. Si vous me permettez, cher Renaud, je souhaiterais vous reprendre ce soir pour... en fait, on va vous suivre tout au long de la semaine, parce que vous savez, dans les chaînes d'information ou dans les médias, souvent ce qui se passe, c'est que quand il y a des images, alors là, on va être en direct, et puis une fois que c'est passé, tout le monde oublie. Tout le monde s'en fiche. Donc nous, on va vous suivre, Renaud, et on va voir comment ça va se passer dans les prochains jours, et vous allez aussi nous permettre de donner la parole aux sinistrés. Si votre voisin souhaite prendre la parole et raconter comment il vit ces prochains jours et comment il est suivi, ça sera essentiel. Un grand merci Renaud, et à travers votre message, c'est peut-être tous les Marseillais qui finalement parlent à travers votre témoignage, et on pense à eux ce matin. Merci cher Renaud. Pour votre aide, merci pour votre soutien à distance. Bah écoutez, c'est la moindre des choses. Sur Europe 1 et sur CNews.